discursive, raisonnable et abstraite. Socrate, le maître des maîtres, comme dira Montaigne, ne se réclamait d'aucun savoir positif qui lui fût propre, et n'a écrit aucun livre. Ce n'était ni un savant ni un écrivain. Mais il parlait, mais il raisonnait, et ce discours raisonnable, ou cette raison discursive, ce logos, le même mot en grec désigne le langage et la raison, offre pour notre définition un point de départ au moins acceptable. Un sage peut se passer de mots, de concepts, de raisonnements. Un philosophe, considéré en cette qualité, non. Une pensée peut être muette. Il y a une intelligence animale qui se mesure, comme il y a chez les nouveau-nés une intelligence sensorimotrice. Une philosophie, non. C'est pourquoi le langage a pu advenir. S'il n'y avait pas de pensée sans langage, il n'y aurait jamais eu de langage. C'est pourquoi la philosophie a pu advenir, comme pensée langagière, comme parole pensante, comme logos en acte. La philosophie, cela se fait par des discours et des raisonnements, constatait Épicure. Et je ne connais pas de philosophe qui fasse exception. On a parlé, à propos des cyniques, de philosophie sans parole. La formule, aussi éclairante qu'elle soit, ne saurait être prise au pied de la lettre. Même les provocations silencieuses d'un Diogène ne touchent à la philosophie que par le discours qui les accompagne, à commencer par celui de Diogène lui-même, ou qu'elle suppose, par exemple les discours d'Antisthène ou de Socrate. Il ne suffit pas de se masturber sur la place publique pour être philosophe. Encore faut-il que cela fasse sens, et non comme symptôme, mais comme argument ou comme objection. Ce qui ne se peut que par quelque doctrine ou raisonnement qu'on illustre, même tacitement, et qu'on pourrait au moins en droit expliciter. Tous les philosophes n'ont pas écrit, mais tous ont parlé, mais tous ont raisonné. Ils ne seraient pas philosophes autrement. Tel est le genre, point encore prochain dont je partirai. La philosophie est une pratique discursive et raisonnable, plutôt que rationnelle, ce qu'un délire à sa façon est aussi. Elle entre dans le même ensemble de ce point de vue que les mathématiques, la biologie, le journalisme, lorsqu'il est raisonnable, ou une enquête de police, lorsqu'elle est discursive. Reste à trouver là où les différences spécifiques qui viendront caractériser la philosophie dans le champ plus général de la raison discursive. La philosophie est une certaine espèce de discours raisonnable. Mais laquelle? Comment spécifier la philosophie? Par la quête de la vérité? C'est une dimension nécessaire, non suffisante, puisqu'on peut chercher la vérité sans faire de philosophie. C'est le cas le plus souvent des scientifiques, des journalistes, des commissaires de police. Par la quête de la vérité au sujet du tout? Ce serait réduire la philosophie à la métaphysique, qui n'est qu'une de ses parties, et exclure de son champ, bien injustement, un Machiavel ou un Bachelard. Par l'abstraction? Oui, pour une part. La philosophie, cela se fait avec des mots, mais avec des mots qui désignent le plus souvent des idées générales, des notions, des concepts. Cela se fait avec des raisonnements, mais qui tendent à une vérité nécessaire ou universelle, plutôt qu'à l'établissement d'un fait contingent ou d'une vérité singulière. Cela distingue la philosophie et de l'histoire et de la littérature. La poésie, disait Aristote, est plus philosophique, parce que plus générale, que l'histoire. Elle dit non le vrai, mais le vraisemblable. Non ce qui est arrivé, mais ce qui peut, ou pourrait, ou aurait pu arriver. Non le réel, mais le possible, ou le nécessaire. La philosophie, de ce point de vue, est comme une poésie au carré, poésie sophistiquée, dira Montaigne, qui n'atteint le réel que par le possible ou le nécessaire, le concret que par l'abstrait, le particulier que par l'universel. Les poètes, me semble-t-il, font plutôt l'inverse. Cela n'empêche pas qu'un même individu puisse être l'un et l'autre,
Voyez Lucrèce, voyez l'allure poétique de Platon ou Montaigne. Mais cette conjonction heureuse et rare n'abolit pas davantage, entre poésie et philosophie, l'essentielle différence. Les essais de Montaigne, aussi délicieusement singulières que soient plusieurs des propositions qu'ils comportent, ne sont philosophiques, et ils le sont assurément, que par les conceptions ou interrogations générales qu'ils exposent. « C'est moi que je peins », prévenait leur auteur. Mais tout homme portant en lui la forme entière de l'humaine condition, ce n'est pas sur lui seulement qu'il nous donne à penser, ce ne serait que littérature, mais bien et de propos délibérés sur l'humanité en général, sur la vie, sur la mort, sur la politique, sur la raison, sur l'amitié, sur le bonheur, sur l'être, sur le temps, etc. Bref, sur ce qu'on peut appeler la philosophie de Montaigne, qui n'est pas celle de Platon ou de Hegel, tant s'en faut, mais qui est philosophie aussi, et telle est du moins la définition que je cherche, au même sens du mot. D'ailleurs, Montaigne figure à ce titre au programme de nos classes terminales, comme dans la quasi-totalité de nos histoires de la philosophie et autres dictionnaires des philosophes. C'est justice. S'il se méfie des systèmes, il ne s'interdit ni l'abstraction ni le raisonnement, où il excelle, et ne dédaigne pas d'élaborer, par exemple sur la connaissance ou la vertu, quelques théories, au moins provisoires. Il n'est de sagesse que singulière, note-t-il. Quand bien nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages ne pouvons-nous être que de notre propre sagesse. Mais c'est là une affirmation générale, qui relève à ce titre de la philosophie, non de la sagesse. Même chose, je ne peux m'y attarder sur la nature ou le temps. C'est par quoi Montaigne est philosophe, et non simplement, ce qui suffirait à sa gloire, l'un de nos plus grands écrivains. Il en va de même, et a fortiori, de Platon ou de Kant, d'Aristote ou de Hegel, de Hume ou de Nietzsche, de Bergson ou de Popper. L'abstraction, même pour trouver le concret, est leur chemin obligé. Cela nous permet de préciser notre définition. Pratique raisonnable et discursive, la philosophie est aussi une pratique théorique, c'est-à-dire indissolublement abstraite quant à ses objets, et générale sinon universelle quant à ses résultats. Cela élimine de notre champ définitionnel, il le fallait évidemment, et le journalisme et l'enquête de police, fussent-ils raisonnables, comme c'est souhaitable l'un et l'autre. Non, certes qu'un journaliste ou un commissaire de police ne puisse élaborer de théories générales, par exemple sur l'information ou la criminalité. Mais cela, lorsqu'ils le font, ne relève plus de leur métier. Cela relève de la philosophie, du moins s'ils procèdent de façon abstraite et rigoureuse. Ils se seront donné ce qu'on pourrait appeler une philosophie de l'information, une philosophie du crime, dont on ne voit guère en vérité comment il pourrait se passer. Aussi est-il souhaitable qu'il y ait dans nos écoles de journalisme, comme il y en a depuis longtemps dans nos facultés de droit, des cours de philosophie, mais qui peuvent intéresser aussi, à proportion de leur universalité, tout être raisonnable fini doué d'une culture philosophique au moins minimale. La philosophie n'appartient à personne. Tous y ont droit, puisque tous en ont besoin, mais à proportion seulement de la raison et de l'abstraction dont ils sont capables. Généralité et concept. Cela donne raison à Auguste Comte, qui voulait que le philosophe soit le spécialiste des généralités. Définition redoutable, qui pourrait vite devenir péjorative. Le mot généralité, surtout au pluriel, l'est souvent, mais qui n'est pas sans quelque inquiétante et stimulante vérité. En philosophie, on échappe aux généralités, au sens péjoratif du terme, à la mauvaise abstraction, au vague, au flou, que par le talent ou le génie, qui font d'une idée générale, à force d'intelligence, de rigueur, de créativité,
Une œuvre à la fois singulière et universelle. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.